Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait de l'épisode 117, nous plongeons dans l'odyssée de Guillaume, Guilhem et Théo, qui les a menés de Belgique au Cambodge en 4L. 19 000 km, 24 pays traversés et d'innombrables sourires échangés pour aller à la rencontre du positif chez autrui, mais aussi en soi, et surtout le propager d'un bout à l'autre de cette longue route. Dans tout ce que vous avez traversé, ça va pas être possible malheureusement d'ailleurs de détailler les 22 pays, mais j'invite vraiment les gens à aller voir votre compte Insta, parce que je sais vous avez bien communiqué là-dessus, et c'est vraiment, des belles images puisque, voilà, hein, Guillaume, il y a du métier là-dedans, hein. Donc vraiment, il faut aller voir ça. Mais alors si je vous dis le pays le plus, et c'est à vous de dire le pays le plus quoi? C'est quoi le premier qui vous vient à l'esprit? Parce que bien sûr, ils en valent tous la peine, c'est évident, mais À commencer par la Belgique d'ailleurs, hein. Mais mine de rien, on était content de découvrir autre chose. Si je commence, moi je dirais sans aucun doute la Géorgie. Guillaume savait que j'allais dire ça. Pour, énormément de raisons, parce que ça a été un peu le passage, le grand passage. Je dis souvent que ce voyage a été enfin on le dit tous, et c'était un peu l'objectif, un voyage initiatique et ce passage, en Géorgie, ça a été 3 semaines de labeur, ça a été 3 semaines de stress intense, avec la libération à la fin. Et donc, pour nous, ça a été un peu la grande étape, le test, de savoir comment est-ce qu'on réagissait à l'imprévu, comment on réagissait au stress, aux interrogatoires, au passage de frontières très compliqué, à la pression de se faire arrêter, par la police, enfin bref, plein de raisons. Et donc toute cette période-là jusqu'à au Kazakhstan, pour moi, ça a été, vraiment magnifique et en même temps très stressant, mais la sortie était magnifique et donc la Géorgie m'a vraiment marqué et aussi notamment pas pour que les raisons, internes, à savoir l'administratif et tout ça, mais aussi par les paysages, la beauté de la nature, aussi la beauté des conversations qu'on a eues avec les gens, parce que les Géorgiens sont vraiment un peuple magnifique, très axé autour de la culture, évidemment orthodoxe. Notamment, on était, en Géorgie au moment de la Pâque orthodoxe, donc c'était vraiment un moment où le peuple était très pieux et c'était beau de voir tout ce pays uni autour de ces belles valeurs. Puis, toutes les traditions aussi autour du vin, on dit que c'est le plus vieux cellier du monde, donc tous ces petits aussi monastères qui sont perchés dans les montagnes, enfin, je veux dire, c'était quelque chose qu'on connaissait en même temps qui était tellement loin de chez nous. Donc moi, personnellement, c'est la Géorgie. Je recommande, mmh. évidemment Tu peux nous et décrire un paysage de Géorgie, beh, je dirais une grande rivière avec une espèce de steppe et puis une première chaîne de montagnes rocailleuses et derrière ça, une grande chaîne de montagnes enneigées. Avec la Mmh. Russie derrière et il faut imaginer des aigles et des petits monastères, perchés dans la première chaîne de montagnes rocailleuses. Des petits monastères, vous savez, un peu comme en Arménie, avec les toits pointus et évidemment beaucoup de chevaux, de chiens errants et des routes un peu cabossées, en serpentin. Ça, c'est pour moi la Géorgie, à la fois, désertique et abondant. Enfin, c'est assez étonnant, mais avec ces chaînes de montagnes, qui valsent, on dirait des valses autrichiennes. Je dis ça, dans mon livre, Mmh. mais avec ces manteaux blancs au-dessus, c'est juste magnifique. Waouh! Et puis ce grand soleil, parfois teinté de nuages, je pars un peu dans une poésie, mais Mais chouette, non, c'est globalement, génial. c'est ça Attends, que j'ai comme, qui part c'est votre cacahuète. Bah, non, non, mais donc voilà, mmh, ça c'est ma certaine idée de la Géorgie. ouais, c'est étonnant, hein, ce paysage paisible et en même temps le stress de se dire: «Bon», quoi, vous aviez peur de ne pas réussir à rentrer, puis de ne pas réussir à sortir, en fait, de ce pays, ou? Mais pour terminer par rapport à ce que Guillaume disait sur l'Azerbaïdjan, on devait passer initialement en Azerbaïdjan et puis traverser la mer Caspienne en cargo jusqu'à Aktaou, qui est la ville, frontalière avec, le Kazakhstan, donc qui est une ville portuaire aussi. Sauf que l'Azerbaïdjan a été fermé à cause du conflit avec la Russie, du conflit avec, l'Arménie et le Pour le Haut-Karabakh. Covid aussi, c'était Et puis il y a le Covid aussi, voilà et donc tout ça, D'accord. fait que, politiquement, ils ont décidé de fermer les frontières terrestres, donc on pouvait toujours s'y rendre en avion avec un test Covid, mais ça n'avait aucun intérêt pour nous dans la mesure où on voulait continuer le voyage avec la voiture et donc on avait 2 choix qui s'offraient à nous, soit de partir en Iran ou en Russie. Donc 2 pays un peu compliqués en ce moment, surtout avec, le cas d'Olivier Van de Castell à l'époque. C'était un peu compliqué pour les Belges de se rendre en Iran Ah oui, ah et oui. et beh, pour les Français en Russie avec, voilà, toute la position de l'OTAN notamment.
et donc pour nous, c'était pas vraiment, l'idéal, que ça C'était soit pas l'un ou serein, l'autre quoi. et puis on a quand même décidé de partir en Russie parce qu'on avait rencontré un couple d'Autrichiens retraités, on les voit dans le documentaire qui nous ont, convaincus d'y aller et ça nous a donné beaucoup de confiance. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est resté autant de temps en Géorgie parce qu'on a dû vraiment évaluer toutes les options possibles et imaginables. On voulait même envoyer la voiture par train, par, bateau, sans qu'on y soit dedans, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on s'est dit: «On va le faire nous-mêmes, advienne que pourra» et on l'a fait. Oui, voilà. Mmh. Surtout on se rend compte que ce voyage, en fait, aurait été d'une simplicité, monstre, sans la voiture, en fait. On aurait pu réussir tous nos Bien sûr. on aurait pu aller dans tous les pays, qu'on désirait, dont la Chine, sans voiture, mais c'est justement le défi était là, à emmener cette voiture, le plus loin possible, le Mmh. plus loin possible. OK, belle histoire la Géorgie, j'ai adoré. Cet appel du vide, de liberté que nous ressentions depuis le début, nous allions y répondre dans les steppes. Un billard immense, à perte de vue, où règne en maître le vent, la poussière et les chevaux. Le rêve de l'homme à portée de main. Ah, j'aurais bien aimé être avec vous. Bon, malheureusement, là, je suis en plein dans le désert kazakh. Et nous, on aimerait bien être avec vous aussi. Ça se passe bien, vous avez des bonnes belles rencontres. Ouais, des rencontres tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez pas compte, les Kazakhs sont au taquet. C'est-à-dire que dès qu'on passe à côté de gens, que ce soit à la station-service, au restaurant, même sur la route, parfois ils nous arrêtent. Ils demandent de prendre des photos avec nous, on parle, on est accueillis, on a fait la rupture de jeûne du Ramadan. Guillaume, tu veux nous expliquer ton pays le plus? Oui, alors bah, moi, mon un peu, enfin, j'ai beaucoup de pays et là, je partage, tout ce qu'a dit Théo par rapport à la Géorgie, mais mon pays coup de cœur, c'est vraiment le Kazakhstan, parce que c'était pas la première fois que j'y allais et le fait d'y retourner, voilà, en 4L, aller de chez soi, jusqu'au Kazakhstan, par ses propres moyens, c'était une émotion que je souhaitais vivre absolument. En fait, depuis le début du voyage, j'imaginais Bianca dans la steppe kazakh et je voulais vivre ce moment, je l'ai vécu et c'était un rêve un peu réalisé. Le peuple kazakh est très, très impressionnant parce que c'est vraiment une petite population qui vit sur, des hectares et des hectares, enfin, c'est des kilomètres carrés de désert. En fait, là-bas, c'est le vide total, c'est le pays du cheval, et quand on y est, on a une sensation de liberté totale. Et un peuple très, très accueillant. Quand ils nous ont vus, à chaque fois, on se faisait accueillir dans les villages, comme des rois. C'était dingue comment, dès qu'on avait même pas besoin d'aide, on arrivait dans un endroit et les gens se ruaient vers nous pour nous proposer de l'aide, nous proposer, un logement, ben, c'était vraiment une sensation, assez dingue d'être autant accueilli, voilà, sans en avoir, rien à prouver. Voilà, c'était, des moments très forts. Le Kazakhstan aussi pour, sa diversité, bah, voilà, de géographique, de paysage. On est passé vraiment du désert aux steppes, donc voilà, des plaines vertes. Il y a aussi, près d'Almaty, les montagnes. C'est très diversifié et Il y a c'est des grands lacs, les grands lacs de sel aussi, des monts enneigés, en fait, il y a même la Sibérie kazakh qui est donc au sud de la Russie, avec aussi des énormes montagnes et des steppes enneigées. C'est juste absolument, magnifique Ouais, c'est très et diversifié. C'est là-bas aussi dans le documentaire qu'on voit des trucs, mais c'est plat, plat, ouais, plat, c'est plat, ça, ras, c'est il y a la pas steppe un kazakh. arbre. Ouais. oui. J'ai même ma petite fille qui arrive à ce moment-là qui: «Mais comment ils font pour respirer s'il y a pas d'arbre?» Et Trop pourtant, il y mignon. en a, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. L'Ouzbékistan Sur est cette beaucoup prise de plus, vue-là, on n'en voyait vraiment rien. Tu te dis: «C'est est beaucoup plat et il plus y a rien». ouais, C'est ouais, c'est ça. incroyable. Mmh. Ouais, Mais donc ouais. en fait, je compléterais sur ce que Guillaume dit par rapport à ce vide, en fait. On parlait du sourire intérieur tout à l'heure et du côté spirituel. Le Kazakhstan a été une vraie porte d'entrée pour, se plonger vraiment dans notre intérieur. Avant ça, c'était magnifique, on vivait des beaux moments, mais le Kazakhstan, ça a été un grand vide
devant nous et donc en fait, ça aide énormément d'avoir le vide autour de soi parce que du coup, on peut le faire à l'intérieur aussi. Dans notre société actuelle, voilà, on est toujours attiré, de 1000 façons. L'esprit est toujours, divague et toujours attiré par 1001 choses. On est toujours en activité cérébrale et là, c'était un peu le moment voilà, de vide total. Il y avait rien à l'horizon. On était seuls à 3 avec nous-mêmes et donc c'était vraiment propice à la réflexion intérieure, à l'apaisement aussi et des moments de silence, qu'on attendait depuis, longtemps, depuis le début du voyage. C'est un peu, voilà, ressourcer un peu, bah, comme on l'a dit au début de l'interview, mais le sourire intérieur, c'était cool. Génial. Et donc le concept du sourire qui est si central, j'aimerais bien parce que vous l'avez il revient beaucoup dans le documentaire aussi, c'est un beau fil rouge, il a été, porteur, pesant, il y a eu un peu tout et il y a eu toutes les couleurs de sourire, on va dire et ça, c'était très intéressant à suivre justement l'histoire de ce sourire. On s'est dit, on partait avec déjà 2 assos qui avaient le mot «sourire» dans leur nom, plus on partait pour une sorte d'aventure où nous on est déjà 3 garçons qui ad on aime bien sourire en général, mais on part aussi après une période qui était assez complexe, qui était le covid et tout ce qui était, oui, la période de confinement qui nous a bien pesé, voilà et donc voilà, la période avec des masques, donc le sourire, caché, le sourire masqué, on nous faisait passer un peu un message, subliminal on a peur de son propre voisin, on a peur de sortir de chez soi et donc, nous, à travers ce voyage, on se disait: «On va prouver qu'en fait, aller rencontrer l'autre à l'autre bout du monde, celui qui nous fait peur à travers voilà, les médias, ben, en fait, est quelqu'un de bon et qu'on peut échanger un sourire et que le sourire est un langage universel». C'est-à-dire qu'avant d'entamer une conversation avec quelqu'un qui parle pas la même langue que nous, on peut débuter l'échange par un sourire et ça amorce déjà, un dialogue, positif. Oui, Et carrément. et puis comme le dit à un moment donné, une dame qui s'appelle Anita dans le documentaire en Turquie, elle dit qu'un sourire, ça peut changer énormément de choses, surtout chez une personne qui parfois, est vulnérable et il suffit parfois d'un sourire pour, changer la journée de quelqu'un. Et Sergueï aussi dans le documentaire le dit, donc un jeune Russe qui a fui la guerre, qu'on a rencontré en Géorgie, chez qui on a dormi pendant une semaine. Il suffit d'un sourire, d'un geste, c'est une simple courbure de lèvres, hein, c'est rien du tout un sourire et pourtant ça peut avoir un impact énorme. Ça peut avoir un impact sur, le reste de notre journée, ça peut avoir un impact sur nos émotions qui peuvent devenir négatives alors qu'elles étaient positives. C'est vraiment bête et pourtant, c'est C'est magnifique magique. et alors évidemment, on n'est pas naïf, le sourire peut être niais, il peut être un peu dur, il peut être faux, donc le sourire peut pas tout changer et ça, on l'a su, à la fin de notre aventure, notamment quand on a rencontré Marie-France Despalières qui nous a dit: «Les enfants, ils souriaient pas» et un sourire, c'est pas suffisant. En revanche, ça peut être le début de quelque chose et aujourd'hui, les enfants ont retrouvé le sourire. Donc c'est une arme qui va pas tout changer, parce qu'il faut aussi de l'huile de coude, c'est normal. Mais par contre, ça peut accompagner un processus et ça peut aussi le fluidifier, on va dire. Et donc ça, pour nous, c'était essentiel. Et donc à notre, mesure, on a essayé de faire en sorte de partager les sourires avec les gens qu'on rencontrait et aussi de voir qu'est-ce que ça signifiait dans toutes les langues, que ça signifiait dans toutes les cultures. Parce que parfois un sourire chez nous, qui peut être, voilà, quelque chose de gratuit et de magnifique, peut être, totalement perçu différemment dans d'autres pays. Mais globalement, on s'est quand même rendu compte que le sourire avait la même valeur, à savoir, quelque chose de positif. Extra et le sourire intérieur? Alors ça, c'est aussi une C'est grande tout un question. programme, hein? Ah oui, parce que là, ça lie, tous les aspects du voyage. Le non, mais sourire intérieur, c'est un peu aussi un concept qu'on a découvert pendant le voyage. C'était un peu la météo aussi intérieure de voilà, notre état un peu, d'esprit actuel et on s'est rendu compte qu'on peut, voilà, comme on l'a dit, un sourire extérieur peut être une façade, alors qu'à l'intérieur, quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. On s'en est rendu compte dans beaucoup de situations, c'est que parfois on essaie de garder la face. C'est aussi quelque chose de très asiatique de toujours garder la face et montrer Mmh. que voilà, on maîtrise la situation, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas et on s'est rendu compte que parfois le sourire intérieur, n'était pas présent et quand le sourire intérieur n'est pas présent, le sourire extérieur, n'est pas présent non plus et donc il faut essayer de régler cette situation, je parle, par exemple pour des situations de crise que nous avons vécues, voilà, entre nous, impliquant, voilà, des problèmes administratifs ou mécaniques avec la 4L. Quand l'un des 3 membres ne sourit plus, intérieurement, il a besoin de réparer, voilà, de guérir ce sourire et de le ramener donc
faut prendre du temps pour gérer ce genre de situation. Ouais, Mhm. et pas négliger notamment l'impact que ça peut avoir. Parce que parfois, on se dit: «Oui, ça va, j'accumule un problème, j'en accumule un autre», on met ça sous le tapis et puis à un moment donné, ça ressort et si on a mal géré ça, comme Guillaume dit, ça peut avoir, un impact vraiment négatif sur la suite de l'aventure. En tout cas, on l'a vécu nous à notre échelle et donc ce sourire intérieur, c'est hyper important de le cultiver parce que, alors je dis pas que c'est facile, parce que souvent il est affecté, en fait, je dirais que le sourire, c'est un peu le reflet de notre cœur. Enfin, si le cœur va bien, naturellement, on va sourire et quand on est affecté par les problèmes de la vie, surtout nous, on était dans une situation quand même souvent compliquée, que ce soit entre nous ou vis-à-vis du reste des choses dont on était indépendants, mais à savoir, voilà, les problèmes mécaniques, administratifs, les visas, les frontières ou même les agressions. On a eu une, bon, c'était pas grand-chose, mais quand même, mine de rien, ça nous a mis dans des situations de stress. C'est à ce moment-là que le sourire intérieur, il est vraiment important. Parce que si on est Mhm. fort à l'intérieur, après pour le reste, ça ira. Ça devient un peu une protection. Mais si on est vulnérable à l'intérieur, après tout le reste s'écroule. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Le changement, c'est d'abord de l'intérieur, hein. Mhm. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 117. N'hésite vraiment pas à en parler à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux, car le verdict est sans appel, ce sont vos recommandations qui aident le plus le podcast. Et Spotify m'a bien confirmé dans son récap de l'année que vous partagez beaucoup Storylific, alors merci beaucoup, infiniment même, cela m'aide vraiment à continuer dans la durée. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Je t'y tiens au courant des petites nouvelles du podcast et bien sûr des sorties d'épisodes avec quelques belles photos pour t'immerger encore plus dans le propos. Si tu veux m'aider, c'est l'été, on a un peu plus de temps et d'énergie, merci le soleil. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations aident également le podcast à être découvert par d'autres. Merci à toi qui ne l'as jamais fait, qui a pensé souvent, si tu t'y mets aujourd'hui. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. On se retrouve tout l'été pour des capsules estivales, on va parler lecture sur Storylific, toujours en mode aventure et exploration bien sûr, et en septembre, on reprend les grands entretiens. À bientôt!